Nicolas Dupont-Aignan, bonjour. Bonjour. Vous avez quitté l'UMP en 2007 pour fonder votre propre parti et vous avez annoncé dès cet été que vous étiez candidat à la présidentielle. Vos idées fortes, l'euroscepticisme, le souverainisme, et pour couronner le tout, vous prenez une sortie de l'euro. Vous aviez même lancé une pétition l'an dernier, l'euro qui tue, qui reprend la typographie des paquets de cigarettes. L'euro va-t-il passer Noël ? C'est le titre du journal du dimanche ce matin. Votre réponse, c'est non. Oh, écoutez, je ne suis pas devin. Ce que je sais, et je le répète depuis assez longtemps, c'est que l'euro est une monnaie unique qui est plaquée sur des économies différentes, à la compétitivité différente, et qui donc ne peut pas marcher. L'euro a d'abord coûté cher à la ménagère. Ensuite, l'euro a asphyxié nos entreprises des pays du sud de l'Europe et de la France. On le voit avec les déficits du commerce extérieur colossaux, avec les délocalisations. Et puis maintenant, l'euro nous ruine, et ruine les contribuables parce que les taux d'intérêt explosent, tout simplement parce que les marchés financiers se rendent bien compte que cette monnaie ne peut pas fonctionner et est en train de tuer à petit feu la croissance des pays. Donc moi, ce que je dis depuis un certain nombre d'années, reconnaissez-le, c'est qu'on peut très bien organiser un retrait de l'euro tout en passant d'une monnaie unique, c'est un peu complexe, à une monnaie commune. On garderait l'euro comme monnaie de réserve entre les banques, au niveau central, mais il y aurait l'euro-marque qui se réévaluerait, l'euro-franc qui serait en fait assez stable et qui diminuerait légèrement, l'euro-drachme qui serait dévalué de 50%, de manière à ce que on ait à la fois les avantages d'une monnaie de réserve européenne, mais surtout la liberté monétaire pour chaque pays, liberté monétaire qui est indispensable si on veut résoudre la question de l'emploi, qui est prioritaire pour moi. Mais tout à l'heure, monsieur le député, vous disiez justement que l'euro a coûté cher à la ménagère. Mais d'après les économistes, ça coûterait encore plus cher à la ménagère si on en sortait. Je reprends les études des économistes qui disent qu'un éclatement de l'euro, ça coûterait entre 25 et 40% de baisse de pouvoir d'achat. Pour les Français, enfin c'est surtout pour les classes moyennes. On sait très bien que c'est elles qui feraient les frais de tout cela. Alors comment est-ce qu'on peut faire accepter, comment est-ce que vous pourriez faire accepter aux Français une telle catastrophe ? Parce que ça en serait une. Ça c'est de la propagande. Les fameux économistes, on les connaît. Si ces économistes s'étaient jamais trompés, vous pourriez me dire pourquoi vous ne les croyez pas. Mais ce sont les mêmes, souvenez-vous, qui nous avaient promis la croissance, l'emploi, l'euro qui allait créer des dizaines de millions d'emplois en Europe, que tout ça allait être extraordinaire, etc. Et puis on parle beaucoup de ces économistes-là, qui d'ailleurs souvent émargent aux grandes banques, parce que je vous expliquerai pourquoi l'euro en fait facilite les marchés financiers et sert les banques, mais on ne cite jamais les économistes qui ont été prix Nobel, Maurice Allais, Stiglitz, Cotta, Rosa et Villain et quantité d'autres, qui, depuis des années, dans l'indifférence générale, comme moi d'ailleurs, à une époque, ont prévenu et ont dit « l'euro va échouer ». Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas des paroles en l'air. On a la preuve par l'exemple, malheureusement. C'est-à-dire que l'euro est en marche depuis 10 ans. Si l'euro était aussi extraordinaire que cela, on le saurait. Parce que la situation de la Grèce, de l'Italie, de l'Espagne même, parce qu'il faut se souvenir que l'Espagne était félicitée par la Banque centrale et par la Commission européenne pour ses excédents budgétaires. Donc on ne peut pas dire que l'Espagne s'est mal comportée comme la Grèce. Mais ce que tout le monde comprend aujourd'hui, c'est que vous ne pouvez pas avoir une monnaie unique pour des entreprises, parlons de la réalité économique, des entreprises qui sont implantées en Grèce, en Espagne, en France ou à Hambourg. Je rencontrais un jour un patron d'une grande entreprise, je ne vais pas citer, qui m'a dit le jour où la Grèce est entrée dans l'euro, on a pris la décision de délocaliser l'usine qui était en Grèce hors zone euro. Je rencontrais récemment un grand patron d'une grande entreprise française qui me disait, c'est très simple, avec l'euro, on demande à nos sous-traitants de délocaliser hors zone euro. Et ce qu'on ne veut jamais dire, c'est qu'il y a quand même 10 pays dans l'Union européenne qui ne sont pas dans l'euro. Et pourquoi des petits pays, beaucoup plus petits que nous, comme la Suède, qui ont des prestations sociales aussi élevées que les nôtres, comme le Danemark, qui ont eu la chance de ne pas avoir l'euro, qui ont eu la chance de ne pas aligner leur monnaie sur
la politique allemande. Pourquoi ces pays-là ont 4% de croissance? Pourquoi ils exportent dans le monde entier? Alors on va en parler. Ont une monnaie qui ne les étouffe pas. On va en parler, mais déjà, pour prolonger la question de Nadège Fuljac, reprendre une monnaie nationale, même sous la forme d'un euro-franc, c'est faire redémarrer la planche, faire retourner la planche à billets, c'est reprogrammer les ordinateurs, c'est reprogrammer les distributeurs de tickets, Mais ça, automatiques. Vous imaginez quand même la panique? Oh là là, la panique. Mais vous savez, ça s'est fait dans quantité de pays. Quand la Tchécoslovaquie s'est coupée en deux, que la Slovaquie est née, ça s'est fait, vous n'en avez même pas entendu parler, ça s'est fait en 6 mois. Quand le général de Gaulle est revenu en 58 et qu'il a créé le nouveau franc, ça s'est fait en 4 mois. Vous savez, ce qui compte en économie, c'est pas de changer les distributeurs de billets. Ce qui compte en économie, c'est de faire en sorte que les entreprises, que les entrepreneurs aient intérêt à produire dans votre pays. Sinon, je vais vous dire, il y aurait une monnaie unique au niveau mondial. Pourquoi il y a des monnaies différentes? Tout simplement parce qu'il y a des démocraties différentes, il y a des politiques différentes, il y a des structures différentes. Et on a l'exemple aujourd'hui, par la preuve encore une fois, avec l'exemple de l'Italie, qui est très intéressant. L'Italie est obligée aujourd'hui, c'est un des points essentiels de la sortie de l'euro, un des points positifs, l'Italie est obligée d'emprunter sur les marchés financiers à 7%. C'est pas tenable, c'est de l'usure. C'est exactement comme un ménage surendetté qui va dans une grande surface où on lui fait consommer, puis après on le met avec un taux d'intérêt qui ne lui permettra pas de s'en sortir. Si vous sortez de l'euro, d'une part votre monnaie va être plus conforme, va pas être alignée sur le mark et sur l'Allemagne, pour être clair. Bon. Et puis surtout, et c'est la révolution, et c'est pour ça qu'on va être obligé de sortir, sans que M. Dupont-Aignan obligatoirement gagne les élections. On va sortir parce qu'on ne pourra pas continuer à payer des taux d'intérêt confiscatoires. Et l'Italie, la France, dans quelques mois probablement, vont faire quoi? Vont sortir de l'euro, et puis la Banque de France ou la Banque d'Italie financeront... Attendez, je finis ma phrase. Après, je finis juste mon raisonnement. Pardon. La Banque d'Italie et la Banque de France vont faire ce que fait la Banque d'Angleterre, ce que fait la Banque du Japon, ce que fait la Banque danoise, ce que fait la Banque suédoise. C'est-à-dire qu'au lieu de passer sur les marchés financiers et d'être dépendant de spéculation à 7%, eh bien, la Banque de France ou la Banque d'Italie prêtera à l'État italien ou à l'État français à 0% ou à 1%, ce qui est quand même plus correct. Ce qui évite cette situation folle où on supprime des policiers, des enseignants, des infirmières dans les hôpitaux pour payer des intérêts pour un système bancaire fou qui a provoqué la crise. Alors écoutez, quand on vous écoute, tout ça a l'air très convaincant, mais on a quand même des contre-exemples de ce que vous dites. Par exemple, rappelez-vous, il y a quelques années, l'Argentine a fait faillite. C'était la panique complète dans ce pays. Vous avez raison sur un point. Pourquoi l'Argentine... alors raison et tort, si je peux me permettre. Jacques. Raison sur quoi? C'est que l'Argentine a eu le comportement, les dirigeants argentins, des comportements français d'aujourd'hui, des dirigeants français, italiens, espagnols, etc., c'est que l'Argentine était arrimée à la zone dollar. C'est-à-dire que les Argentins avaient dit il faut qu'on soit aligné sur le dollar. Et pendant 4 ans, les Argentins, les dirigeants argentins, contre vents et marées, ont dit, je ne sais plus quel est un peso, je ne sais plus exactement le nom de la monnaie argentine, il faut qu'elle soit alignée sur le dollar. Monnaie argentine vaut $1. Ça a tellement épuisé l'économie argentine qu'elle est arrivée en faillite complète. Pourquoi ? Parce que ces entreprises n'exportaient plus rien, la monnaie était trop chère, parce qu'elles ne pouvaient pas emprunter, elles empruntaient sur les marchés à des taux exorbitants, comme ce qui se passe en Grèce, en Italie aujourd'hui et bientôt en France. Et à la fin, ils ont tellement attendu, ils ont tellement voulu mettre en place la méthode Coué, qu'il y a un moment, ça a été, c'est vrai, la faillite. Mais n'oubliez pas qu'en sortant de cet alignement sur le dollar, ça a été horrible au début pendant quelques mois parce qu'ils ont attendu trop longtemps, ce que je ne veux pas faire pour la France. Moi, je veux une sortie organisée, coordonnée, intelligente. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé ? 10 ans après, l'économie argentine a eu un bond fabuleux. Parce que leur monnaie... Ça a mis 10 ans. Mais ça a mis 10 ans, mais actuellement, ça fait 10 ans qu'on crève. Voyez les entreprises, 1 million d'emplois industriels perdus en France. Et ça continue. Les délocalisations continuent. Vous ne pouvez pas demander à un chef d'entreprise d'investir en France quand il sait que la monnaie dans laquelle il vend ses produits à l'étranger est surévaluée de 30%. Ce n'est pas possible. Donc il y a bien un moment, il faut choisir. D'ailleurs, en plus, l'Allemagne refuse la monétisation par la Banque centrale, parce que c'est pas dans la tradition allemande. Donc, il y a 2 solutions. Soit on devient un sous-État d'Allemagne, un Länder allemand,
Moi, j'ai pas vocation à voir ma France transformée en une région allemande. Et qu'on fait travailler les Français en Allemagne, je n'ai pas le souhait de revoir ça. Alors, vous faites de l'euro le responsable de tous nos Non, maux, pas la de vie tout. chère, Pas le de tout. chômage, Pas de les tout. délocalisations. C'est vous venez un d'en des éléments. parler. Il y a quand même des pays qui n'ont pas la monnaie unique et qui néanmoins souffrent des mêmes maux, l'Angleterre, les États-Unis. Alors, vous avez raison, je n'ai jamais dit que l'euro était la cause de tout. Ce serait stupide. Et je ne pense pas dire des choses totalement stupides. Ce que j'ai dit en revanche, c'est que c'est la clé pour redémarrer la croissance en France, d'en sortir. En revanche, il y a d'autres problèmes. Quant à l'Angleterre, c'est assez paradoxal. Regardez que l'Angleterre, qui est dans une situation très difficile. Pourquoi ? Parce qu'elle a tout misé sur la finance. Elle a désindustrialisé son pays. Mais l'Angleterre aujourd'hui, qui n'est pas dans l'euro, a des taux d'intérêt sur les marchés à 1,5 pour 2%, et surtout a fait dévaluer la livre de 20%. Et l'Angleterre est exactement en train de faire ce qu'a fait l'Angleterre dans l'entre-deux-guerres. Quand la France, avec Laval en 1935, faisait la politique de Fillon, où Fillon fait la politique de Laval 1935, c'est-à-dire une monnaie trop chère, on gardera la monnaie quoi qu'il arrive. C'est à cette époque que la France a décroché en 1935. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que faisait l'Angleterre ? L'Angleterre avait laissé filer la livre, dévaluer pour exporter. Et pourquoi M. Cameron tient tant à l'euro ? Pourquoi M. Obama tient tant à l'euro ? Pourquoi la Chine tient tant à l'euro ? Mais c'est formidable pour eux. Alors, ils dévaluent leur monnaie, ils nous gagnent des positions partout dans le monde. La monnaie chinoise est sous-évaluée de 50%, la livre sterling a baissé de 20%, le dollar est faible, et leurs entreprises, malgré tout, ont une soupape de sécurité avec ça. Mais ça suffit pas. L'Angleterre est en difficulté, les États-Unis sont en difficulté. Pourquoi ? Et l'Europe ? Mais parce que l'Europe ne se protège pas face à la Chine, qui a mis en œuvre un système d'esclavage industriel, qui aboutit à un libre-échange déloyal. Et moi, je serai en 2012 le candidat du protectionnisme intelligent. Alors, On peut le faire. Vous dites que Fillon fait du Laval. 1935, attention. Pas celui d'après. Non, attention. Je suis précis, 1935. Oui. Vous revendiquez 1935. Ne confondons pas avec celui d'après. Vous revendiquez une filiation gaulliste. Est-ce que De Gaulle aurait été contre la monnaie unique ? Écoutez, moi, j'ai pas la prétention de faire parler De Gaulle. Voilà. En revanche, ce que je sais, c'est que le principe de base de la démocratie, c'est la responsabilité politique devant un peuple, et c'est les Français qui doivent prendre les décisions pour les Français. On peut coopérer avec nos amis allemands, mais on doit rester maître chez soi. Et je remarque d'ailleurs que le président de la République, comme M. Hollande, donc n'y voyez pas une attaque spécifique contre Nicolas Sarkozy, les deux sont dans le même sac pour moi, sont à genoux devant l'Allemagne, sont prêts à tout abandonner, alors que l'Allemagne ne demande pas tant. Madame Merkel, avant les sommets, elle va devant le Bundestag allemand. Il y a un vrai débat. Et elle dit quoi ? Elle dit, je cite entre guillemets, « Mon boulot, c'est de défendre les intérêts de l'Allemagne. » Elle ne parle pas de l'Europe. Elle défend les intérêts de l'Allemagne. Mais les Français sont naïfs. Ils croient qu'il faut qu'ils défendent les intérêts de tous les autres pays, sauf le leur. Moi, je demande au gouvernement français de défendre l'intérêt de la France. C'est-à-dire de faire en sorte que les entreprises, la création de richesses viennent dans notre pays. Nous avons les charges sociales les plus élevées du monde. Nous avons un libre-échange déloyal de la Chine. Nous avons un euro surévalué de 30%. Et nous avons des banques qui ne jouent pas le jeu et qui vont jouer l'épargne des Français sur les marchés financiers, tout en s'arrogeant des salaires exorbitants. J'ai pas vu M. Oudéa baisser son salaire de 50% parce qu'il a fait diminuer la valeur de la Société Générale de 50%. Bon. Donc, c'est scandaleux ce qui se passe. Moi, je demande simplement un chef d'État qui ne soit pas contre les autres pays, qui travaille avec eux, mais qui fasse ce que fait Mme Merkel, ce que fait M. Cameron, c'est-à-dire défendre les intérêts de son peuple et coopérer avec les voisins, mais sans jamais oublier l'intérêt national. C'est tout ce que je demande. Je ne demande pas la lune. Enfin, je ne sais pas si M. Sarkozy oublie l'intérêt national, c'est pas l'intérêt. J'ai le sentiment. C'est pas l'impression qu'il donne en tous les cas. Excusez-moi, quand il s'exprime devant le Congrès, pardon, il ne s'exprime pas pour l'instant devant le Congrès, mais devant les grands débats internationaux. Écoutez, je constate qu'il y a les paroles qui sont très très belles souvent. Moi, je reconnais. Et puis il y a les actes qui sont contraires. Et nos entreprises sont en train de crever. Est-ce que vous réalisez ce qui est en train de se passer de délocalisation dans notre pays ? Si on ne change pas de politique raisonnablement, on n'y arrivera pas.
Bon, en tous les cas, c'est De Gaulle, le général De Gaulle dont vous réclamez, qui a lancé le couple franco-allemand. Tout à l'heure, vous avez eu des mots très durs. Je reprends un petit peu ce que vous avez dit. Je ne veux pas que la France devienne un Länder allemand, un Land allemand. Je ne veux pas que les Français retournent travailler en Allemagne. Enfin, c'est vraiment très très dur ce que vous venez de dire là. Bon, ce couple franco-allemand, il ne marche pas que dans un sens pro-allemand. Contrairement à ce que vous dites. Je prends un exemple. Madame Merkel était contre un gouvernement économique de l'Union européenne, ou en tout cas de la zone euro. Maintenant, elle dit qu'elle est pour. Nicolas Sarkozy apparemment l'a convaincue là-dessus. Ah bah oui, c'est Madame Merkel qui est le chef du gouvernement. C'est à hurler de rire. Non mais enfin, attendez, mais est-ce qu'un jour on va regarder les réalités en face ? Attendez, s'il y avait un partenariat vrai entre la France et l'Allemagne, parce que c'est pas moi j'accuse pas les Allemands. Les Allemands, ils défendent leurs intérêts et ils sont même surpris que les Français ne défendent plus les leurs. S'il y avait un partenariat, l'euro ne serait pas à 1,30 $, il serait à $1. On se serait servi de l'euro pour investir dans les universités européennes, pour relancer la croissance. La Banque centrale monétiserait l'euro. Donc, regardez la réalité en face. C'est qu'aujourd'hui, nous avons une politique unilatérale de l'Allemagne qui, c'est son droit, a profité énormément de l'euro pour inonder l'Europe de ses produits parce que nous-mêmes, nous avons accepté une monnaie trop chère et que nous-mêmes, nous n'avons pas fait non plus des efforts sur les charges comme l'a fait l'Allemagne. Donc je ne dis pas que l'Allemagne a tort sur tous les points, loin de là. Je dis simplement que le couple franco-allemand, pour qu'il y ait un couple, il faut qu'il y ait une égalité de traitement. Un couple, c'est pas l'un qui domine et l'autre qui subit. Un couple, c'est pas une apparence de couple. Quand je vois le président Sarkozy multiplier les sommets d'apparence, d'opérette, alors oui, il est côte à côte, il fait croire qu'il est copain avec Madame Merkel, que tout ça c'est génial. Mais dans la réalité, c'est quoi ? Dans la réalité, c'est que la France est en train de s'effondrer économiquement et que l'Allemagne se développe. Et pourquoi ? Parce que Madame Merkel a osé faire la TVA sociale, elle n'a pas demandé l'avis à Monsieur Sarkozy. Lui, il a renoncé à la faire. Parce que la monnaie est alignée sur l'économie allemande et pas sur l'économie française et des pays du Sud. Ce déséquilibre ne peut plus durer. Donc on voit bien aujourd'hui que la seule solution, c'est la sortie de l'euro pour la France. Mais attention, moi je propose une coordination, ça nous a pas échappé, un protectionnisme minimum européen. Oui. Nicolas Dupont-Aignan, les derniers sondages disent, néanmoins, trouvent que le président de la République est énergique, mais qu'il est incapable de résoudre la crise. Il est dans l'incapacité de résoudre la crise. Vous partagez ce sentiment ? Vous pensez que vous lui reconnaissez des qualités ? Mais je reconnais toutes les qualités du monde. Je regarde les faits. Et je regarde très simplement que les paroles ne remplacent pas une action. Et que le président s'est enfermé dans un européisme symbolique qui ne sert pas l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, si on veut construire l'Europe, comme ils le prétendent tous, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que chaque pays retrouve la croissance minimum. Il ne faut pas plonger les États dans la récession. Et il faut surtout, alors là qu'on voit l'Europe à l'œuvre, moi je serais ravi qu'on fasse un grand programme comme on a fait Airbus, sur la voiture propre, sur l'énergie solaire, sur la lutte contre le cancer, des coopérations à la carte. Mais est-ce que vous les avez entendus parler de ça ? Jamais. C'est-à-dire que le seul objectif de Mme Merkel et de M. Sarkozy, c'est de protéger un système bancaire, c'est pas de se servir des leviers de l'Europe pour préparer l'avenir. Or, la hiérarchie des nations au XXIe siècle, qu'est-ce que fait la Chine en ce moment ? Ils investissent des dizaines de milliards d'argent public financés par leur banque centrale. Eux, ils ne gênent pas. Pour gagner des positions scientifiques, technologiques. Moi, j'aimerais voir, je suis désolé de vous le dire, oui, j'aimerais voir Mme Merkel, M. Sarkozy, M. Monti, ils ont été à Strasbourg, là. Ils auraient pu nous annoncer un très beau programme industriel, 2, 3, 4, comme Airbus ou Ariane. C'est ça, être européen. Parce que vous croyez qu'on va faire aimer l'Europe en plongeant les Grecs, les Italiens, les Français dans la récession la plus terrible, sans aucun espoir ? Il y a 50% des jeunes Espagnols qui sont au chômage. Et on leur dit, faut vous serrer la ceinture encore plus ? Sans aucun espoir ? Mais on est en train de précipiter des haines entre Européens. Donc si on aime l'Europe, comme je l'aime, c'est changer radicalement de politique. C'est-à-dire avoir des pays indépendants, libres, démocratiques, qui travaillent ensemble sur des projets. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Même la référence insistante dans le discours du 11 novembre au général de Gaulle, ça a dû vous plaire, ça, mais quand même. Mais écoutez, je suis pas... Mais arrêtez, on n'est pas dans des reliques. Je vais pas me prosterner devant la relique du général de Gaulle tous les mois. Ça n'a pas de sens. On est au XXIe siècle, ma fille est née en l'an 2000, alors elle me dit toujours attention, moi je ne suis pas du XXe siècle. On est du XXIe.
Moi, j'attends pas des chefs d'État. Je suis pas gaulliste pour aller me prosterner sur la tombe du général de Gaulle tous les jours. Je suis gaulliste parce qu'il y a certains principes, indépendance nationale, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, esprit de résistance, la politique qui l'emporte sur l'économique un minimum et qui l'aide aussi l'économique. C'est ça qui m'intéresse. Donc M. Sarkozy peut répéter tous les matins qu'il est gaulliste, ça m'est complètement égal, c'est pas le cas. D'ailleurs, il n'y a pas de honte à pas l'être, hein, vraiment. Et c'est pas le cas non plus, je crois pas qu'ils le disent tous les matins. Mais écoutez, Non. il y a un autre débat. Avant les élections. Il y a un autre débat qui suscite les passions en France, hein, c'est le nucléaire. Oui. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes pour ou contre la réduction de la part du nucléaire dans la production d'électricité ? Je vais vous dire, je trouve l'accord entre le PS et les Verts scandaleux, politicien, et qui n'honore pas la gauche, cet accord, je dirais, petit bras, minable, faut être honnête. C'est un accord minable et je crois qu'on n'a pas le droit de casser ce qui a été fait, quels que soient les partis, pour offrir une circonscription à Madame Duflot à Paris. C'est pas la hauteur de la France. En revanche, je pense sincèrement que obligatoirement la part du nucléaire diminuera progressivement dans le bouquet énergétique. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il faut faire émerger des énergies renouvelables. C'est la raison. Et en revanche, il y a une chose dont personne ne parle, c'est surprenant d'ailleurs de la part des écologistes, c'est que moi je dis que le nucléaire doit être géré par des entreprises publiques. Et je suis choqué que, notamment à cause d'accords d'ailleurs de Bruxelles, de Barcelone, on ait privatisé les entreprises nucléaires. Car pour moi, si on veut éviter les risques d'accidents qui ont des conséquences incalculables, il faut que ce soit des entreprises totalement publiques, qui ne soient pas toujours à la course à la rentabilité comme on le voit. On voit les sous-traitants d'EDF, il y a des rapports accablants. Et moi, je mets en garde contre des centrales nucléaires gérées par des entreprises privées. Je pense que le nucléaire se gère par le public, avec des vérifications peut-être un peu plus fortes en France. Vous pensez que Eva Joly, elle est de taille ? Écoutez, moi, je n'accuse pas Eva Joly. Pourquoi ? Parce que Eva Joly, c'est la seule qui a compris la logique de la Ve République, paradoxalement. Ben oui. Le premier tour de la présidentielle ne doit pas être ficelé par des accords de second tour. Ce qui ne va pas chez les socialistes et les Verts, c'est pourquoi il y a un candidat écologiste alors même qu'ils ont déjà signé un accord législatif et un report automatique sur Hollande. La logique, alors vous allez dire gaulienne des institutions, c'est quoi ? C'est que ce sont des femmes et des hommes qui se présentent au premier tour devant le suffrage des Français sans fil à la patte partisan. Sinon, c'est le régime des partis. Et au soir du premier tour, selon le vote des Français, eh bien, les partis politiques font des accords. Mais ce sont les Français qui doivent avoir le premier mot. Or là, on est en train de voler le choix aux Français, puisque Mme Eva Joly a dit que finalement, à contre-cœur, elle allait voter M. Hollande. Alors Nicolas Dupont-Aignan, on va aller un tout petit peu plus vite parce qu'il nous reste 5 minutes et on a encore beaucoup de questions à vous poser. En 2007, vous aviez jeté l'éponge parce que vous n'aviez pas réussi à obtenir les 500 signatures. Vous ferez mieux cette fois-ci, vous allez les avoir ? Ah oui, sinon je ne serais pas devant vous. Hein. Quand même, j'ai un peu de dignité. Nous avons dépassé les 400 signatures ce week-end. Nous pensions les atteindre qu'à Noël. Et ça va très bien. Pour autant, c'est pas encore sûr à 100%. Je dirais qu'à 99,9% je serai candidat. Il faut encore en avoir 150 et j'ai très bon espoir. Donc tout est prévu. Je lancerai ma candidature très prochainement. Et est-ce que vous êtes d'accord avec la proposition de Marine Le Pen qui demande qu'on change la règle du jeu justement sur ces signatures, notamment pour qu'elles deviennent anonymes, pour que ce soit plus facile donc à obtenir ? Elle l'était au départ puisque le vote est secret, les signatures devraient être secrètes. Bon, mais elles le sont pas, on le sait bien. Mais moi je vais vous dire, je pense que les maires, il faut simplement leur expliquer, et là les médias ont un grand rôle à jouer, notamment dans les journaux de province, de ne pas publier les photos des maires sous des photos de candidats en disant ils ont soutenu. C'est pas un soutien. Donc vous êtes pour ou contre la proposition de Marine Le Pen ? Je suis plutôt pour, je pense que c'était comme ça et c'est la raison, mais je pense que vous pouvez faire toutes les lois du monde, il faut traiter la cause du problème. Et la cause du problème, c'est qu'on a tendance à assimiler une signature à un soutien. Ce n'est qu'un acte administratif qui permet aux Français d'avoir le choix. Est-ce que, vous avez dit à plusieurs reprises, on ne va pas vous reposer la question, ce qui vous séparait du Front National, vous êtes gaulliste, ils ne le sont pas, vous êtes pour un rassemblement, ils sont pour la division, etc. S'il y avait une menace d'un 21 avril, du moins si cette menace devenait plus réelle, est-ce que vous accepteriez de retirer votre candidature ? Bien sûr que non. La menace du 21 avril, elle est liée à quoi ? Est-ce que vous croyez que Jospin n'est pas arrivé au second tour parce que
il y avait Marine Le Pen, il y avait Jean-Marie Le Pen, mais parce que la politique menée n'était pas la bonne. Et je crois au contraire qu'il est vital qu'il y ait des candidats républicains comme moi qui puissent dire qu'une autre politique est possible. Il n'y a aucune fatalité à subir une mauvaise politique pour la France. Et vous verrez mon projet que je publierai bientôt. Vous verrez des mesures sur l'école publique, sur les services publics, sur la création d'entreprises, des artisans, des commerçants. Une politique radicalement différente. Et justement, je refuse ce choix imposé. Soit vous êtes pour la pensée unique PSUMP qui a échoué, soit vous êtes Front National. Faire ça, c'est offrir un boulevard au Front National. Bon, mais en tous les je cas, propose, moi, une offre alternative. Et on a quand même le droit. Monsieur le député, au second tour, qu'est-ce que vous ferez? Est-ce que vous appellerez à voter pour Nicolas Sarkozy? Mais sera-t-il au second tour? Qui sera au second tour? Je n'en sais rien. Et je ne prendrai aucune décision avant le résultat du premier tour. Parce que ce sont les Français qui peuvent faire bouger les lignes au premier tour. Et je dis aux Français, arrêtez de vous laisser confisquer votre démocratie. Votre démocratie est confisquée par deux partis qui se maintiennent au pouvoir en vous faisant croire qu'il n'y a pas d'autre choix. Et qui font monter l'extrémisme pour se maintenir au pouvoir inconsciemment. Parce que c'est très simple. Encore une fois, ils veulent faire croire qu'il n'y a qu'eux. Et non, il y a d'autres choix. Et vous verrez qu'on arrivera à bouleverser le jeu politique. J'en suis convaincu. Alors, pour finir, une question qui n'a rien à voir, mais vous avez vu la presse depuis hier qui parle de Dominique Strauss-Kahn. À votre avis, alors, il y a complot ou il n'y a pas complot? J'en sais rien. Je suis incapable de vous le dire. Incapable. Voilà. Je n'en sais rien. Je regarde, je lis avec intérêt. Voilà. Donc avec intérêt, ça veut dire coupe quoi? mon portable. Je coupe mon portable maintenant dans les réunions. Parce que voilà, je plaisante, mais je n'en sais rien. Et j'en sais rien. Comment puis-je savoir? Vous le savez, vous? Ce serait d'ailleurs un tremblement de terre politique, si c'était le cas. Quel que soit le comportement de M. Strauss-Kahn, d'ailleurs. Mais ça montre à quel... Je peux pas, je sais pas. Soyons francs. Merci Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la République.